Bonjour à tous. Merci à tous d'être présents pour ce premier webinaire organisé par l'équipe VTT qui parlera de cross-country. Je me présente, je m'appelle François-Xavier, je travaille chez Rockrider en tant que directeur commercial. Alors, on va passer aujourd'hui 1 heure ensemble pour répondre à des questions sur le sujet qui nous intéresse, le VTT cross-country et plus particulièrement la différence entre les tout suspendus et les semi-rigides. Quel vélo faut-il choisir pour pratiquer en fonction de son usage? Avant toute chose, je tiens à préciser que c'est notre premier webinaire, donc soyez indulgents avec nous. On est là pour apprendre. Voilà, comme on est entre passionnés, je pense que ça se passera bien. Et en plus, je tiens à préciser qu'on a une équipe de guests de haut niveau. Et je vais les laisser se présenter, donc à commencer par Nicolas qui co-animera avec moi ce webinaire. Voilà, c'est moi Nicolas, je suis responsable du merchandising chez Between. Et effectivement, avec FX, je vais essayer de ressortir toutes les questions qui seront posées. Donc, n'hésitez pas, vous avez sur cet outil la possibilité de poser des questions. Donc, on les attend avec impatience. Mais soyez indulgents également, hein. Allez, à toi, Joseph. Bonjour à tous, moi c'est Joseph Deporter, donc je suis ambassadeur et partenaire technique pour Rockrider. Donc ambassadeur, c'est-à-dire que je représente donc la marque sur les réseaux sociaux, les événements et les courses auxquelles je participe. Et également donc partenaire technique, c'est-à-dire en relation directe avec Zigor, l'ingénieur produit, et Pierre Delcourt, le chef produit qui va se présenter maintenant. Merci Joseph. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Là, je suis à l'usine d'assemblage pour le moment, juste à côté de nos bureaux à Lille, donc je couperai systématiquement le son pour ne pas avoir trop de bruit intempestif. Donc comme Joseph l'a dit, Pierre, chef de produit sur la panoplie cross-country. Donc panoplie, c'est vélo, tout ce qui est textile, casque et chaussures. Voilà, bienvenue à vous. Et bonjour, moi c'est Sigor, je suis l'ingénieur produit vélo, je travaille sur les vélos cross-country entre autres. Donc avec Pierre, avec Joseph, merci, c'est un plaisir d'être avec vous. Merci à tous les quatre. Avant de rentrer dans le vif du sujet et pour apprendre à mieux vous connaître, je vous propose de démarrer par un sondage. La question est simple, est-ce que vous êtes pratiquant loisir ou est-ce que vous êtes pratiquant compétiteur? Donc voilà, choisissez entre loisir ou compétiteur. Pierre-Yves va vous proposer le sondage. Il n'y a qu'à cliquer en haut à droite de votre écran pour pouvoir répondre à cette question. Ça nous permettra de mieux vous connaître et ça nous permettra aussi d'affiner nos questions et notre langage pour se mettre à la portée du groupe au global. Voilà. FX, il y a juste dans les coulisses, il y a Manon et Pierre-Yves justement qui sont là avec nous dans les coulisses. On ne peut pas être plus que 5 et c'est eux qui effectivement lancent les sondages et qui vont à des moments vous répondre en direct en vous donnant des liens pour qu'on puisse aussi simplifier ce webinaire. Ouais, et donc du coup, je rajoute aussi qu'il y a Amandine et Antoine également qui sont en coulisses. Donc on est bien aidés et on va faire au mieux pour répondre à vos questions. Et donc le but du jeu pendant cette heure, c'est bien évidemment ce que je disais de répondre à vos questions. Vous avez donc des questions et n'hésitez pas à les poster d'ores et déjà. Comme ça permettra d'alimenter nos premiers échanges. Voilà. Pour l'instant, on est à 88%, 82% en loisirs et 18% en compétiteurs. Vas-y, FX. Très bien. Continuez à répondre et on fera le point sur le sondage. Voilà, pour rentrer dans le sujet, avant qu'on vous présente la différence entre le tout suspendu et le semi-rigide, voilà, moi je veux juste préciser aujourd'hui ce que Rockrider commercialise. Voilà, dans le VTT, il y a énormément de pratiques. Il y en a une dizaine de différentes. Nous, on a choisi de se focaliser sur la randonnée, le cross-country et le all mountain. Donc voilà, pour nous, la randonnée, c'est notre segment historique. On propose aussi une offre de cross-country, qui est en fait une offre qui est plus dédiée à la compétition ou à ce qu'on appelle chez nous des guerriers du dimanche qui vont rouler à bloc pour se faire plaisir et prendre un max de sensations. Et le all mountain, qui est une pratique voilà, dont le but est de rechercher un maximum de glisse, que ce soit en montée ou
en descente. Donc voilà, les 3 pratiques sur lesquelles on s'est focalisé. Ce que je vous propose, c'est que Zigor prenne la parole pour expliquer voilà, les différences entre le tout suspendu et le semi-rigide dans la conception des. Zigor, je te laisse prendre la main. Merci. Donc, on va commencer déjà par quelque chose d'assez facile et visuel. Donc, les grosses différences, comme vous pouvez voir, c'est soit un semi-rigide, il y a une seule suspension, donc une fourche à l'avant. Donc, c'est elle qui va filtrer les terrains. Et sur un tout suspendu, en fait, il y en a 2 suspensions. Une fourche à l'avant, un amortisseur à l'arrière. Ça permet de filtrer encore plus les terrains. Après, Joseph, tu peux nous raconter un peu, c'est quoi les avantages d'un semi-rigide? Alors, donc les avantages d'un semi-rigide, donc comme vous en savez certainement pour certains d'entre vous, c'est le rendement, la légèreté, puisqu'en fait la roue est directement fixée au cadre, il n'y a pas de suspension. Il y a le fait de la possibilité de mettre un double porte-bidon, ce qui peut intéresser les personnes qui font des longues sorties ou des marathons en course sur des longues distances. Et un avantage également, c'est que c'est souvent moins cher et moins d'entretien à équipement égal qu'un tout suspendu. Au niveau des inconvénients, par contre, ça sera un vélo qui sera forcément un peu moins confortable, un peu moins efficace en descente qu'un tout suspendu, voilà, puisqu'on a l'absorption des chocs est moins importante. Et on a également un peu moins de grip, c'est-à-dire un peu moins d'adhérence également qu'un tout suspendu, dû au fait effectivement qu'on n'a pas de suspension. D'accord. Et il y a déjà une question de Thomas là, qui te demande à toi, Joseph, sur quoi tu roules par rapport à tes compétitions, tes courses, tu roules comment? Donc, moi, j'ai la chance d'avoir en fait un 900S, donc c'est-à-dire le modèle haut de gamme de chez Rockrider en tout suspendu, et un 900, donc c'est-à-dire le modèle haut de gamme en semi-rigide. Je roule principalement en tout suspendu, mais il m'arrive quand même, pour certaines courses très roulantes, de choisir un semi-rigide, donc le 900. Ça a été le cas, par exemple, cette année sur les championnats de France marathon. Ça a été le cas l'année dernière sur les championnats du monde. Voilà, je choisis un peu en fonction, j'ai la chance de pouvoir choisir en fonction de chaque course, si je vais prendre un tout suspendu ou un semi-rigide, sachant quand même que dans 90 voire 95% des cas, c'est un tout suspendu parce que je fais beaucoup de VTT marathon. Et donc, pour la polyvalence, le confort que ça apporte, je préfère rouler en tout suspendu. C'est quoi le VTT marathon, Joseph? Alors, le VTT marathon, c'est des épreuves, donc soit sur une journée, soit sur plusieurs jours, sur des distances d'environ entre 50 et 120 km. Donc, des temps de course entre 3 et 6 heures. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter sur une compétition où tu as choisi un tout suspendu ou un semi-rigide et tu t'es dit, bah mince, j'ai regretté le choix, et si oui, pourquoi? Alors, je peux vous parler par exemple de Singen en 2017. C'était les championnats du monde de VTT marathon. C'était un parcours extrêmement roulant avec deux tours de 50 km. Il y avait juste 1 km par tour de single track. Et moi, j'étais parti à l'époque en tout suspendu en me disant que ça irait bien. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est là où j'ai réalisé que en fait, vraiment, sur certaines courses, il fallait être en semi-rigide parce que tout le monde était en semi-rigide et je voyais bien en fait que j'étais nettement désavantagé parce que quand on roule sur la route ou sur un chemin très roulant, quand on est en semi-rigide, ça avance quand même mieux. Donc voilà, après cette course, j'ai compris que c'était bien quand même de pouvoir choisir de temps en temps et même si ça arrive rarement, d'avoir le choix d'être en semi-rigide. D'accord. Alors moi, je pose des questions. Hein, François, si tu as des points, n'hésite pas à lever la main. Parce que là, il y a déjà une question d'Amélie. Non, c'est de Jean-Marc, pardon. Qui nous demande si l'utilisation intermédiaire d'une tige de sel suspendue vaut le coup. Votre avis là-dessus, Zigor, Joseph, peut-être, je ne sais pas. Alors, au niveau ergonomique, ce n'est pas très recommandé. Vous avez une distance qui va varier entre la selle et les pédales. Donc, vos genoux, ils vont être tout le temps en train de corriger la suspension. Donc, la selle, elle va bouger et c'est vos genoux qui vont travailler. Donc, ça risque, sur certains cas, d'avoir de tendinites, des choses comme ça sur les genoux.
Donc, il faut être habitué. Moi, perso, je préfère avoir un tout suspendu pour le confort. D'accord. OK. Et quelqu'un veut rajouter quelque chose, François? Ouais, bah du coup, Nico, je pense que la question suivante sur Oui. un semi-rigide monté en tubeless et en sous-gonflant à l'arrière, est-ce que ça peut être un bon compromis entre, enfin, voilà, le fait de ne pas avoir tout suspendu, mais quand même de rouler en tubeless sous-gonflé pour garder l'adhérence, je suppose, qui peut peut-être. Alors, je peux peut-être répondre, hein. Donc, oui, ça va apporter un petit peu plus de confort, mais par contre, j'y vois deux risques. Premièrement, il y a des risques de crevaison qui sont plus importants. Donc, il y a les risques de déchirer le pneu en touchant, par exemple, une pierre coupante. Et l'autre risque, c'est d'avoir une grosse baisse de rendement. Donc, si on roule avec une pression qui est vraiment trop basse, le rendement sur les parties plus roulantes, il va diminuer fortement. Donc oui, le tubeless va apporter plutôt de confort. Sous-gonfler un petit peu peut apporter du confort et surtout un meilleur grip, mais attention à trouver le juste milieu pour ne pas perdre trop en rendement. Puisqu'en XC, c'est clairement ce qu'on va rechercher. D'accord. Alors, il y a aussi une question. N'hésitez pas, hein, les webinaires, de poser vos questions parce que c'est important. Joseph, vas-y, si tu veux rajouter. Je voudrais juste ajouter que éventuellement, si jamais la personne en fait souhaite gagner un peu en confort, elle peut passer sur des pneus en 2-3 si c'est pas déjà le cas. Donc avoir des pneus en section plus large donc ça permettra de mettre des pressions un peu moins élevées tout en minimisant le risque quand même de crevaison. Normalement, ça ne nuit pas au rendement et ça, voilà, on gagne quand même en confort en faisant ça. Ça donne un surpoids, mais ça peut être un bon compromis. D'accord. Alors, il y a Olive Corjon qui nous demande si le tout suspendu, c'est plutôt, ou même le semi-rigide, c'est plutôt du 27,5 en taille de roue ou du 29. Okay, je veux bien enchaîner également. Donc, nous, on a décidé depuis 2 ans maintenant d'avoir une gamme 100% en 29. Donc, à 3 ans, on n'a pas encore des vélos en 27,5. Pour ceux qui se rappellent, on a lancé le concept de Switch and Ride. Donc, c'était une base qui était compatible avec des roues 27,5, 27,5 plus et 29. On a vu clairement que, premièrement, ce qui était le plus plébiscité, c'était le 29. Et ensuite, dans l'usage XC, avec les nouvelles géométries, avec la qualité des roues qui augmente fortement, le 29 pour nous est désormais la solution la plus performante pour rouler vite sur la majorité des terrains. D'accord. Alors, moi, j'y vais pour les questions. Hein. À des moments, ça sera peut-être un peu brouillon. FX, lève la main si c'est un peu trop brouillon de mon côté. Là, maintenant, il y a une question sur la différence de poids entre les deux. Parce que, comme tu disais, Joseph, tout à l'heure, il y a des avantages et des inconvénients. Et il y a effectivement la question. Joseph fait tout, donc il va pouvoir vous dire ça. Il connaît tout au grain de tête. Vas-y. C'est vrai que j'ai l'habitude de tout poser parce que bah voilà, à haut niveau, chaque gramme, on va dire, compte. Dans la gamme XC, donc Rock Rider, il y a environ 2 kg d'écart pour un prix équivalent entre un tout semi-rigide et un tout suspendu. Ça représente, sur une montée de 30 minutes pour mon poids, ça représente environ 40 secondes sur la route. Voilà, alors après, on peut se dire 40 secondes, est-ce que c'est beaucoup, pas beaucoup? Il faut bien se dire que quand on a un tout suspendu, on peut aussi gagner du temps dans les descentes, donc c'est un compromis à faire. Et souvent, on peut quand même gagner beaucoup de temps dans les descentes, donc c'est pour ça que je roule le plus souvent en tout suspendu, parce que le temps que je perds dans les montées, je vais quand même le gagner dans les descentes. D'accord. J'imagine qu'on peut gagner du temps aussi si on est plus frais en fin de parcours grâce au confort apporté par tout suspendu. Exactement. Et c'est vraiment important, surtout quand voilà, les kilométrages, c'est des courses de plus de 60-70 km et qu'on commence à rentrer voilà, autour de 80, 90, voire au-delà de 100. La fraîcheur en fin de course, voilà, le fait de ne pas subir trop le terrain, c'est vraiment très important. Et d'autant plus si c'est des courses par étapes, parce que là, il faut pouvoir repartir le lendemain. Donc, si jamais on est très fatigué, après une étape, bah, forcément, on a du mal à récupérer, quoi. Aussi, les tout suspendus, ça peut être moins fatigué aussi dans la tête. Avec un semi-rigide, il faut bien regarder où est-ce qu'on met les roues avant pour être sûr qu'on va prendre un obstacle un peu plus gros. Avec un tout suspendu, il va filtrer mieux. Donc, on va moins aussi se fatiguer dans la tête à force d'être vigilant. Par contre, pour une compétition,
Vas-y, Joseph. Excuse-moi, j'ai pas entendu ta question. Est-ce que tu peux répéter? Non, par contre, pour une compétition courte distance, le rigide serait peut-être plus intéressant quand on est en dessous de 30 km en compétition, quand on fait des circuits. Alors là, ça dépend de l'âge. il y a plusieurs Ça écoles. dépend du circuit. Joseph, il pourra te raconter les gros rochers qu'il commence à avoir dans les circuits courts. Ouais, parfois, les tout suspendus, même, il est obligatoire sur les circuits courts. Pas vrai, Joseph? Exactement, exactement. Là, on peut voir en compétition, peut-être que certains d'entre vous regardent les coupes du monde XCO. Donc voilà, c'est des circuits maintenant qui sont extrêmement techniques pour la plupart, avec des gros franchissements, des gros sauts. La plupart des pilotes roulent en tout suspendu parce qu'en fait, même si c'est un petit désavantage dans les portions montantes, dans les portions descendantes, c'est quasiment voilà, pour être en sécurité et pour aller vite, il faut un tout suspendu. Donc, ça dépendra vraiment du circuit et également quand même aussi du niveau technique de la personne, du pilote. Voilà, si jamais si jamais il est très technique, il pourra plus facilement s'arranger avec un semi-rigide que si jamais il débute et qu'il a déjà du mal techniquement. Là, il faut mieux un tout suspendu parce que c'est beaucoup plus tolérant, ça pardonne beaucoup plus d'erreurs. D'accord. Ce qui était intéressant, juste pour ajouter un truc, c'est pour ceux qui ont regardé les championnats du monde de cette année, dans le top 5, il y a 2 semi-rigides, il y a 3 tout suspendus. Et c'est assez rare, mais Shorter, il roulait en semi-rigide. Donc, celui qui gagne, c'est un Français, donc Monsieur Sarrou, qui a fait une super course, cela dit en passant, donc qui était en tout suspendu. Donc, voilà, c'est difficile de pouvoir dire pour tel circuit, on va automatiquement retrouver que des hardtails ou que des tout suspendus, puisque, comme Joseph l'a dit, ça dépend un peu du style du pilotage, ça dépend des forces de chacun. Quelqu'un qui voudra peut-être mettre une patate dans les bosses, accélérer à mort dans les côtes, il prendra un semi-rigide pour aller un peu plus vite, ou plutôt, à contrario, quelqu'un qui voudra faire la différence en descente, il mettra l'accent sur le tout suspendu. Donc, voilà, il y a encore un bel avenir, en tout cas, sur les deux types de vélos. Ok. Alors, j'ai Philippe qui dit, merci Philippe, qui dit que le XC900S est super. Mais il parle de la taille du plateau devant, le 34 dents sur le XC900S, ici dans les montagnes savoyardes, c'est un peu juste. Qu'en pensez-vous? Bon, je veux bien répondre aussi, Philippe, parce que c'est une question, on en parle pratiquement tous les jours avec Zigor. C'est combien de dents on met sur nos plateaux, puisqu'on est en monoplateau, et de fait, en XCO, ou même en XCM, on va utiliser du 30, 32, 34 ou 36. Et c'est difficile pour nous de mettre un plateau, on va dire, qui va correspondre à tout le monde. C'est la raison pour laquelle on travaille avec du 32 ou du 34. Par contre, dans nos ateliers, il y a directement des plateaux de 30 qui sont disponibles et 32 si vous voulez diminuer le développement. Donc, c'est des plateaux qui sont relativement bon marché. Certaines personnes aussi ont 2 plateaux, un plus gros quand ils font des parcours plus roulants ou un plus petit quand ils vont à la montagne, ou quelqu'un, par exemple, qui habite dans le nord, il pourra très bien avoir un plateau de 34 pour rouler dans le nord, et quand il descend faire le Roc d'Azur, mettre un 30, un 32. Mais c'est vrai que c'est une très bonne question et on se la pose régulièrement. Joseph, tu voulais rajouter quelque chose? Je peux ajouter qu'en fait, effectivement, en compétition, on change très régulièrement les plateaux en fonction des courses. Voilà, si c'est une course, par exemple, si c'est une course par étape avec beaucoup de dénivelé, en général, je vais rouler avec un plateau de 34. Par contre, si c'est une course par étape plutôt roulante, comme les courses qu'il peut y avoir en Espagne en début de saison, la plupart du temps, c'est plateau de 36. Parce que dès qu'il faut rouler sur le plat, avoir un 36-10, c'est quand même pratique. Ok. Alors, j'ai Olive, merci Olive, parce qu'il pose beaucoup de questions, il est à fond. Possibilité d'acheter un cadre tout suspendu seul, apparemment. Est-ce qu'on peut acheter un cadre seul et aussi un choix de couleur? Est-ce que la personnalisation, ça existe? Pierre? J'y vais. Alors, la personnalisation, c'est de nouveau une très belle question. Donc, quelque chose qu'on est en train d'étudier pour le moment. En toute franchise, donc nous, on travaille plutôt sur des volumes plus importants, mais on sait qu'en XC, le pratiquant, il est très regardant sur son matériel, il aime bien pouvoir l'adapter à sa pratique, à son terrain, comme je pense c'est Philippe tout à l'heure qui a posé la question du plateau. Donc oui, on se pose vraiment la question là-dessus. Alors, pas pour 2021, mais pour la suite, on est en train de défricher ce
ce sujet. D'accord. Et ensuite, on a Maxence, qui est cadet, lui, et qui fait de la compétition UFOLEP dans le nord de la France et qui demande s'il est utile à 15 ans d'utiliser un tout suspendu pour les Coupes de France XCO et les G-Skin Wallonia Cup. Donc ça, je suppose que c'est une compétition du C'est nord en de la Belgique, France, et de la mon cher Belgique. Nicolas. Et de Voilà. la Belgique. Que Pierre doit bien connaître. Avec l'accent de Pierre, je pense qu'effectivement, je lui tendais la perche, il l'a prise. Qu'est-ce qu'on peut lui conseiller? Plutôt XEC ou plutôt semi-rigide? 15 ans? Je vais peut-être répondre. Moi, je pense que quand on commence la compétition, ça peut être bien de commencer en semi-rigide. Parce qu'en fait, quand on roule en semi-rigide, on est obligé de faire plus attention, c'est moins tolérant, donc on est obligé de faire plus attention en fait, au pilotage et on apprend mieux. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus rapide à court terme, mais on apprend beaucoup mieux, on pilote mieux et du coup, on progresse aussi plus vite. Donc, je pense que quand on est jeune, c'est bien de commencer sur un semi-rigide et de rouler quelques années avec un semi-rigide pour vraiment apprendre. Et en plus, comme c'est des formats courts chez les jeunes, ça permet de, voilà, c'est la notion de confort. On peut un peu s'en passer, quoi. Il faut surtout être très explosif. Donc le semi-rigide, ça peut être une bonne option quand même. D'accord. Après, il y a peut-être un autre point aussi intéressant, c'est que à l'entretien, un semi-rigide va coûter un petit peu moins cher, puisque le cadre est plus simple d'un point de vue structurel. Il y a pas de roulement, etc. Donc c'est une donnée à prendre en considération. Pardon, Zigor, je t'ai coupé. Non, je veux dire que pour les jeunes, oui, c'est très fortement conseillé. Après, Nico, toi, je sais que tu vas reprendre la compétition après que ça n'ait de repos. Donc, pour quelqu'un qui est déjà un peu plus âgé, les mieux, c'est un tout suspendu. Parce qu'il va moins souffrir des traumatismes qu'il va passer par les sols. Donc, un tout suspendu, c'est plus adapté. Justement, un peu en lien avec la reprise de Nico qui a pris un peu de gras pour préparer l'hiver. On a une question de Jean-Sébastien Lalouette qui pose la question pour un VTTiste lourd, quel type de vélo prendre? Est-ce qu'il y a un des deux modèles qui est mieux ou alors est-ce que c'est complètement indépendant du poids? Alors déjà, qu'est-ce qu'on appelle le lourd? Si on peut avoir une info. Tu as l'info du poids éventuellement, si ce n'est pas un secret d'État? Moi, j'ai déjà une question. Zigor, toi qui es ingénieur produit, jusqu'à quel poids on peut utiliser nos vélos? C'est quoi le poids maxi Aujourd'hui, on peut rouler avec nos vélos. En fait, le poids maximum autorisé comme marque sur les notices, c'est 5 kg. 100 Après, kilos 5 kg. Donc, un utilisateur, plus il est lourd, plus il va devoir faire attention à entretenir le matériel. En commençant par les roues. Les roues vont souffrir un peu plus, les freins aussi, donc c'est un peu plus d'entretien. Après, vous voyez, moi, j'ai fait 5 kg, il n'y a pas de problème, ça passe très bien. C'est moi qui valide mes vélos, donc je fais attention à ça. Mais oui, jusqu'à 5 kilos, il n'y a pas trop de soucis. Au-delà des 5 kilos, il faut commencer à… C'est aussi possible, on ne va pas dire non à personne, mais il faut faire beaucoup plus d'entretien pour être sûr que le matériel sert toujours au niveau de sécurité et performance comme il faut. Et puis j'imagine Joseph en pleine descente, en bas d'une descente, même si tu pèses 70 kilos ou moins, Joseph, je pense que le poids du vélo plus toi, plus la synergie de la descente et la vitesse, le vélo doit peser très très lourd en bas. Mais Oui, effectivement, c'est au carré de la vitesse, l'énergie est au carré de la vitesse, donc plus on arrive vite et plus il faut prendre des précautions pour freiner et surtout freiner tôt. Donc c'est vrai que le poids est forcément à l'importance. Peut-être il faut effectivement, comme dit Igor, surveiller attentivement tout ce qui est frein, plaquettes, parce que ça va s'user quand même plus vite. Surtout dans des conditions difficiles, ça peut partir vite. Sur une forte compression, on peut arriver à faire 4G, donc ça veut dire 4 fois notre poids sur le vélo. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est ça. Je reviens sur une remarque, Pierre, que tu as donnée tout à l'heure sur l'entretien du tout suspendu versus le semi-rigide. Qu'est-ce que tu conseilles comme entretien sur un tout suspendu? On nettoie au Première Karcher, chose, ce que je déconseille très fortement, c'est le nettoyage au Karcher. Je sais que c'est facile, surtout quand il y a beaucoup de boue sur le vélo. Par contre, c'est pas du tout l'idéal puisque ça retire toute la graisse qu'il y a dans les roulements, que ce soit dans les roues, boîtier de pédalier, galets de dérailleur, dans les biellettes, etc. Donc,
c'est pas du tout l'idéal. Laver au jet d'eau pour retirer le maximum de boue, donc un jet d'eau qui va pas être trop puissant, et nettoyer avec une éponge. Il existe des savons qui sont pas trop agressifs. Nettoyer le cadre avec ça, bien le rincer et le sécher. C'est très important de sécher le vélo après l'avoir nettoyé, puisque si on le rince uniquement à l'eau et qu'on ne le sèche pas, l'eau risque quand même d'entrer dans les différentes articulations et toutes les petits qui sont en rotation. Donc l'entretien du vélo, pour moi, c'est un truc hyper important, puisque ça peut permettre d'allonger la durée de vie du vélo de 100%, sans problème. Et après, il faut bien utiliser les bons produits. Comme Pierre disait, il faut des savons qui ne soient pas trop agressifs. Et même quand on va huiler la chaîne, par exemple, il faut prendre des huiles qui sont faites pour des chaînes de vélo. Sinon, ça risque de l'attaquer et ça risque de casser n'importe quel moment. Donc, c'est très important. Okay. Et comme tu parles d'huile, Zigor, nous, on préconise aussi plutôt d'utiliser des petites burettes d'huile et de mettre une goutte d'huile sur chaque maillon plutôt que d'utiliser un spray. Pourquoi? Parce qu'avec le spray, c'est pas très précis et on peut projeter en fait de l'huile sur le disque arrière et du coup, le freinage, ça fonctionne surtout. Il faut changer les plaquettes, dégraisser le disque à 100%. Donc voilà, ça c'est un petit truc qui fonctionne bien. Utiliser plutôt une burette qu'une bombe. Et la durée de vie, après c'est Joseph qui nettoie plus les vélos, donc il pourra nous dire comment lui il fait. Parce que pour un professionnel, c'est juste après chaque course, c'est obligatoire, ils font l'entretien, c'est un truc de malade. Ouais. Et la durée de vie d'une chaîne, on me disait que ça allait de 500 km à 5000 km. Est-ce que je suis dans le vrai? Ça va dépendre des typologies de terrain, de la boue, etc. Mais 500 km, c'est pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup, mais si on ne l'entretient pas très bien, au bout de 100 km, elle peut être déjà tout rouillée et exploser. Si on entretient bien, après, il est non plus conseillé de rallonger trop une chaîne parce qu'il va aussi abîmer les pignons à l'arrière, la cassette, le plateau. Donc, on va dire qu'une grosse moyenne, une chaîne qui a fait 3000 km, c'est déjà bien, elle mérite son repos, on peut passer à une autre, surtout qu'aujourd'hui, c'est des prix qui sont abordables. Donc, on ne va pas non plus le fatiguer d'autre chose pour une chaîne. Allez, on retourne aux questions. Il y a Kylian qui demande. François, tu voulais… Non, mais c'est bon, j'allais proposer la même chose que toi, donc c'est bon, on a transmission de pensée, Nico. Allez, je pose cette question et ensuite je te laisse la parole, FX. Kylian qui voulait prendre un XEC 500 et malheureusement, il fallait attendre 2 mois pour la livraison. Je sais qu'en ce moment, avec la Covid et avec toute cette explosion du business mondial, on a des soucis de réappro, mais sa question, c'est: j'ai donc pris le seul qui avait une semaine de livraison, le XEC 50. Je me demande si c'est bien utile d'acheter des roues, tiges de selle, potence en carbone. Votre avis? Alors, le grid le plus important sur un vélo, c'est les roues, pour moi. Donc, de fait, en mettant des roues un peu plus légères sur le XEC 50, le comportement du vélo va être complètement changé, voire même transcendé. Ça dépend du niveau de qualité de roue. Par contre, des périphériques, donc c'est des éléments qui sont statiques, qui sont pas en rotation, contrairement aux roues. Ça peut alléger le vélo, mais moi, le conseil que je donnerais, avec un budget déterminé, ce serait plutôt d'investir dans une belle paire de roues performante, évidemment en tubeless, et de pas investir dans un cintre ou potence carbone, parce que ça va apporter relativement peu. Notre potence, elle fait 140 grammes, le cintre, il fait 265 de mémoire. On peut peut-être gagner maximum 150 grammes pour rester en sécurité, je veux dire, sur ces deux éléments-là. Tandis qu'avec une belle paire de roues, honnêtement, le rendement, il va être magique. On va gagner beaucoup plus en poids. Ok. Vas-y, FX, à toi. Ouais, non, du coup, c'était pour relancer nos questions. Donc, j'y vais avec la question d'Alexandre Lascaux, qui a aussi peut-être, qui est plus pour Pierre sur l'offre de produits. Sur les tout suspendus, on a un 100 et un 900. Est-ce qu'il y a un 500 de prévu dans les cartons? Il y a peut-être un visionnaire parmi nous. Attendons encore un petit peu, il y aura bientôt une présentation de la gamme. Top secret, c'est ça? Voilà. Ouais. Oh, ton sourire te trahit, Pierre. Alexandre, je crois que vous avez compris, c'est dans les soutes, quoi. Il lâchera rien. Non, Pierre ne lâchera rien. Hein. Pierre ne lâchera rien. Encore un peu de patience, mais on a quand même quelques belles surprises qui vont arriver, je vous promets.
Alors, il y a Kylian qui pose une question technique dans la conception pour Zigor. Pourquoi est-ce qu'on a mis des câbles en externe et pas en interne? Sur les X, en fait, il nous reste un seul câble en externe, c'est le câble des freins. Donc, jusqu'à pas très longtemps, c'était plus simple de les faire en externe, déjà pour l'entretien. Parce que s'il faut commencer à ouvrir un câble de frein, il faut refaire la purge, tout ça. Et c'était des systèmes qui intégrés, c'était assez complexe. On pouvait commettre beaucoup d'erreurs pendant l'assemblage pour un gain qui était purement esthétique. Les freins, ils fonctionnent exactement pareil. Donc, c'est des pistes qu'on continue à travailler, la full intégration. Donc, avec Joseph, on fait des tests, avec nos autres partenaires techniques aussi. On est sûr qu'on va tendre vers ça. Après, on va les faire quand on sera content de la solution, que surtout, ça ne posera aucun problème pour les utilisateurs. D'accord. On a après 2 questions d'Alexandre Lascaux sur aussi un peu technique sur le niveau de débattement. Que choisir entre 90, 100 et 120? Et une autre question qui est, en changeant les plateaux, est-ce qu'on doit enlever les maillons ou en rajouter sur la chaîne? Alors, peut-être que c'est une question qu'on va partager entre deux personnes pour répondre. Niveau débattement, d'abord, comment choisir entre 90, 100 ou 120? C'est peut-être Joseph, pour moi, qui est le mieux positionné, puisque voilà. Alors, je te laisse la parole, Joseph. Alors, pour entre 90, 100 et 120, bon, alors, je pense que c'est une question difficile. Je pense que ça dépend beaucoup, effectivement, du vélo, voilà, et de quoi on parle. Les vélos, actuellement, les tout suspendus, Rock Rider, XEC, c'est du 120 mm. En fait, je pense que la différence de poids entre 100 et 120 mm est vraiment minime. En fait, c'est en général sur la fourche. Si on passe entre du 32 et 35, pour ceux qui connaissent, il peut y avoir 100, 150 grammes, 200 grammes. Et en général, au niveau de l'amortisseur à l'arrière et du cadre, ça rajoute pas vraiment de poids. Donc, en fait, d'avoir 120 mm, c'est pour le même poids qu'un 100 mm, je trouve que finalement, c'est plutôt bénéfique. Si jamais on a une géométrie qui fonctionne bien, une bonne cinématique, qui pompe pas trop, et avec un blocage, finalement, pour moi, rouler en 120, c'est mieux que rouler en 100 parce qu'on a quand même 20 mm de plus dans les descentes et ça peut faire la différence. Et on n'a pas vraiment de désavantages, quoi. Les désavantages sont vraiment très, très minimes par rapport au gain que ça fait. 20 mm, franchement, en descente, c'est quand même beaucoup. Après, 80, c'est vraiment trop peu, parce qu'avec un sac déjà à 20%, on va déjà consommer presque beaucoup de courses. Donc, le mieux, c'est 100 pour un hardtail, c'est le bon compromis. Et aujourd'hui, comme disait Joseph, 120 sur un tout suspendu, en fait, c'est même poids qu'un 100. Donc, pourquoi pas le 20 mm de plus, c'est bien. Voilà, c'est ça. Zigor, tu parlais de 20%, là, c'est quoi? C'est la compression, la suspension à l'arrêt, c'est ça? C'est ça, c'est la précontente. C'est avec les poids utilisateur, on va préconiser une précontente entre 20 et 25%. Donc, en fonction, pour la jeter à notre façon de rouler, au type de terrain, c'est aussi un paramètre qu'on peut jouer. Sur la cross-country, c'est ça, entre 20 et 25%. Sinon, si on met plus, on aura un truc très mou qui va s'enfoncer et qui va consommer énormément de puissance, énormément de performance. Et si on met beaucoup moins, si on reste à 10, en fait, on va avoir tout suspendu qui fait comme un hardtail, mais en plus lourd. Donc, avantage. Donc, au fait, l'idée, c'est tu te positionnes sur le vélo et tes suspensions doivent s'enfoncer de 20% de leur débattement maximum, c'est ça? C'est ça. Ok. Donc ça, c'est une petite astuce pour régler vos vélos quand vous en prenez possession, régler vos suspensions. Alors, on a pas mal de questions aussi. Vas-y, FX, tu voulais dire quelque chose, excuse-moi. Non, rapidement, pour finir la deuxième partie de question d'Alexandre, c'est quand on change de plateau, on modifie la chaîne, on ajoute, on retire des maillons? Ça dépend. Ça dépend du vélo, de la longueur des bases. Et souvent, on peut faire plus ou moins 2 dents de plateau avec la même chaîne. Donc, si on a un plateau de 32, on peut mettre si on a un plateau de 34, on peut mettre un 32. Normalement, ça passe, il n'y a pas de souci. Il faut faire attention à l'envers quand on passe en plus grand. En plus grand, souvent, il est nécessaire de rallonger. Sachant qu'il faut bien vérifier parce qu'une chaîne trop longue aussi, ça ne fonctionne pas bien. Mais bon, on va dire que 2 dents au moins, ça passe.
dedans en plus, il faut vérifier avec les vélos. Pierre, tu n'as pas des tutos là-dessus, toi? Des tutos vidéo que tu mets à dispo pour tes utilisateurs? Alors, on a plein de tutos donc, que ma collègue Amandine a mis en place sur la chaîne Rockrider, sur la chaîne YouTube Rockrider. Vous verrez, on la met à jour de manière pratiquement quotidienne. Donc, on a toujours plus de vidéos sur réglage de vitesse, comment passer ses pneus en tubeless, etc. Notamment aussi réglage des suspensions. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour si vous avez des questions techniques. C'est assez bien expliqué. Vous pouvez suivre en live. Enfin, vous pouvez suivre le tuto pour pouvoir travailler sur votre vélo à la maison. Alors, il y a pas mal de questions, mais qui sont très, très individuelles et très techniques. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses, FX. Est-ce qu'on les descend ou est-ce qu'on demande en coulisses à Pierre-Yves de prendre les coordonnées ou l'adresse, demander l'autorisation de donner la réponse ensuite à ces questions un peu techniques. Moi, j'ai peur qu'on tombe un peu trop dans… qu'est-ce que tu en penses, FX? Ouais, Pierre-Yves commence déjà à répondre en direct par écrit. Effectivement, peut-être que c'est Pierre-Yves, les questions qu'on n'a pas traitées, c'est plutôt de se dire que c'est très individuel et on va ouvrir un peu pour remonter sur la question du jour. Ah ouais. Ça marche. Ok. Zigor, tu parlais de mon âge tout à l'heure. Si tu avais un conseil à donner par rapport à un quinca, qu'est-ce que ça serait comme typologie de vélo et pourquoi? Si vous remettez à la course, les plus sensés, les vélos qui servent à tout faire, c'est les tout suspendus. Déjà, c'est bien parce que ça va mieux filtrer les terrains, donc ça sera un peu plus confortable, beaucoup plus tolérant. Et surtout, c'est un vélo qui sert à tout faire. Donc, si vous pouvez choisir qu'un seul, c'est un tout suspendu. Très bien. Je confirme, Zigor. Ouais, moi qui voulais prendre un rigide, j'ai compris quoi. Il vaut mieux pour mon vieux dos que je me mette au tout suspendu. Bon, bah, c'est comme ça. Tu peux prendre les deux, hein, Nico. Oui, Pierre. Après, non, ce qui est vrai, par contre, quelqu'un qui veut faire la compétition à très haut niveau, comme Joseph, il sera obligé d'avoir les deux. Parce que sinon, il peut être pénalisé, comme disait Joseph. Donc, à haut niveau, si on aspire à quelqu'un qui veut faire du haut niveau, il faudra qu'il pense avoir les deux. Ok. Alors, il y a une question aussi sur la présentation de la future gamme. Comme vous n'êtes pas, on ne sera pas cette année sur le Rock d'Azur, qu'est-ce qu'on compte faire? Comment vous allez vous organiser? On refait un webinar pour présenter toute la gamme? Ça peut être pas mal, ça. Bah, ce qui est sûr, c'est que ce sera sous format digital ou pratiquement sûr. On présentera les nouveautés un petit peu plus tard que cette année, notamment parce que habituellement on présente ça au Rock, mais en toute transparence avec le Covid, on a eu différents impacts avec quelques petits retards. Donc on prévoit ça plutôt pour fin de cette année, début de l'année prochaine, retenez même début de l'année prochaine. Et donc c'est l'équipe communication qui travaille là-dessus pour proposer un format sympa. Qui va tenir compte de la situation sanitaire, puisque malheureusement, on pense que physiquement, à la base, on voulait faire un événement spécial au Between Village, mais on sait que physiquement, les regroupements d'un certain nombre de personnes, ça va être compliqué. Du coup, on part sur du digital. On suit ça de près et ce sera communiqué évidemment en temps et en heure. Ok. Pierre, peut-être encore une question d'Eloane Le Floch. À partir de quel prix le tout suspendu est un bon compromis? Alors, je suppose que c'est quel prix dans la gamme Rockrider, puisque en fonction des marques, les prix de démarrage sont pas les mêmes. Ouais. Alors en fait, c'est une bonne question, mais c'est difficile d'y répondre. Ça va dépendre un peu de l'usage. Donc, si tu prends le cas du XC 100S, ce sera un vélo qui sera plutôt destiné à se lancer dans le marathon. Éventuellement, je veux faire le Rock d'Azur, je veux faire le 50 km ou le 90, plutôt en défi perso. Comme tu l'as dit tout à l'heure, Fix, c'est l'utilisateur qu'on va appeler le dimanche guerrier qui a envie plutôt de se challenger lui-même et pas de gagner la course. Donc, le 100S, il sera tout à fait suffisant. Par contre, quelqu'un qui voudra s'aligner sur une compétition avec un peu plus d'ambition, là, clairement, c'est mieux de passer sur le 900S qui va avoir des roues plus légères
un cadre en carbone, une transmission un peu plus light, etc. Donc tout dépend de l'usage. Il n'y a Oui. pas de mauvais vélo, il faut juste trouver vraiment par rapport à la pratique qu'il souhaitait. On avait aussi une question. C'est bien, François, hein, notre binôme, là. On se Ah. débrouille pas trop mal, je trouve, hein, pour un début. Il y avait une question aussi sur pourquoi ne pas équiper nos vélos en dérailleur électrique. Bonne question. Alors, actuellement, sur la route, on sait que l'électrique, ça fonctionne parfaitement. On voit la majorité des pros, ils roulent avec ça, où ça fonctionne pratiquement parfaitement. Il y a très peu de problèmes avec. En VTT, c'était un petit peu plus lent. Là, on se souvient Shimano qui a essayé de lancer ça et qui n'a pas fonctionné directement. Chez SRAM, la XS est utilisée maintenant en Coupe du Monde, en marathon. Joseph utilise ça d'ailleurs. Tu peux peut-être expliquer, Joseph, ton expérience à l'Epeninica en Italie. Donc voilà, je pense que ça va arriver, ça va se démocratiser de plus en plus. Nous, on attendait d'avoir la preuve que ça fonctionnait bien dans le temps. Le tout, c'est pas d'être à jour sur les dernières technos. Nous, on a envie d'avoir des produits qui fonctionnent bien et qui fonctionnent bien dans le temps. C'est très important. Et donc là, Joseph, il teste ça et Milton aussi, donc notre autre partenaire technique depuis maintenant 2 ans. Et Joseph, il va pouvoir vous faire un retour sur le AXS. Moi, j'ai pu rouler avec le AXS. J'ai roulé avec le AXS depuis le début de l'année en compétition. J'ai notamment fait une course par étape là sur 7 jours en Italie en mois de septembre, fin septembre. Et vraiment, donc on a eu des conditions, on a eu notamment une journée vraiment très très boueuse, avec des conditions c'était de la boue très très collante. Et il y a plein de choses qui ont été très compliquées pour le vélo parce que voilà, les vélos dans ces conditions aussi extrêmes, il n'y a plus grand chose qui fonctionne. Mais le AXS, il a parfaitement joué son rôle. Il a fonctionné, alors que vraiment, je m'attendais à ce qu'à un moment donné, voilà, soit en fait les moteurs lâchent, soit sinon ils prennent l'eau. Et non, il y a eu aucun problème. Pour moi, c'est quand même un gros avantage de la transmission électrique maintenant, c'est que voilà, même avec beaucoup de boue, le shifting reste parfait et ça fonctionne. Alors que même avec parfois avec une transmission à câble, c'est vrai que ça peut être un peu compliqué quand il y a énormément de boue, quand c'est extrêmement boueux, quoi. Et moi, je pourrais avoir vraiment testé pendant 1 an. Je trouve qu'au niveau de la fiabilité, c'est tout à fait correct. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut suivre. Donc ça va arriver chez nous alors. Et Peut-être. certainement. Ouais, Pierre, là, t'es pas cool, là. Je fais du teasing, hein. Il faut que je laisse un peu de boulot à mes collègues de la com. Hein. Alors, tout à l'heure, c'est pareil, j'ai vu une question. Hein, on est désolé, il y a beaucoup de questions, beaucoup de remarques sur le chat. Donc, on est un peu perdu. Moi, je suis un peu perdu. Il y avait une question justement sur le tout suspendu dans la montée. Est-ce que c'est pas plus avantageux qu'un rigide, qu'un semi-rigide, quand il y a beaucoup de rocailles et quand c'est énormément boueux? Quand il y a beaucoup de rocailles, c'est sûr, parce que le vélo semi-rigide il va avoir tendance à sautiller un peu partout. Que les tout suspendus vont avoir tendance à bien claquer la roue au sol. Juste après le stack, paf, la roue elle redescend, ça remonte. Quand c'est de la boue, je sais qu'il pourra expliquer mieux que moi, mais c'est beaucoup de la capacité du coureur à savoir rouler dans la boue. Il faut doser son effort, il faut bien être placé sur le vélo. C'est un peu plus compliqué. Disons que dans la boue, ça peut aider parce que ça va avoir tendance la suspension va avoir tendance du coup, à donner un peu plus de grip. Après, quand c'est très boueux, le fait qu'il y ait des formes de cadres qui sont un peu plus tortueuses et tout, ça débourre un peu moins bien. Il y a un compromis. C'est pas forcément hyper pratique non plus. Donc c'est pour ça que je suis d'accord avec Zigor. Ça dépend un peu. Ça dépend de quelle boue on parle et puis aussi du pilote. Si jamais il arrive à gérer avec un semi-rigide, peut-être parfois c'est mieux. Voilà. Mais par contre, c'est vrai que dans la rocaille, comme disait Zigor, il n'y a pas de match. Le suspendu est beaucoup mieux. D'accord. Ok. Bon, encore une question de Frédéric Simani. Juste pour rajouter quelque chose, sur le tout suspendu, il y a une option qui est très intéressante. On a un blocage de suspension. Nous, on a 3 positions. On a une position ouverte, ça c'est plus pour les descentes. On a une position fermée quand c'est les montées pas très compliquées.
mais on a une position intermédiaire qui est justement là pour encore augmenter le grip dans les montées très techniques. Joseph et Milton, je sais qu'ils aiment bien avoir cette troisième position, l'intermédiaire, pour justement avoir ce petit plus de traction. Exactement. Ok, donc bien sur la question de Frédéric sur est-il prévu un 900S tout en carbone? Bon, Pierre ne va peut-être pas dévoiler le futur, mais par contre, est-ce qu'on peut aussi parler du cadre carbone tel qu'il est fait aujourd'hui? C'est un triangle avant en carbone, un triangle arrière en aluminium. Est-ce qu'il y a une raison à ce choix et est-ce que le fait de passer en full carbone, ça représente un intérêt? Je vais répondre à la question de Frédéric. Donc, clairement, on sait que le cadre full carbone, il est très attendu. C'est on peut dire un trou dans la gamme pour le moment. Donc, on bosse tous les jours là-dessus. On se réjouit de pouvoir vous présenter en face ce cadre. Et pour la seconde question, je laisse Zigor répondre. C'est lui qui aura l'aspect le plus technique et qui pourra vulgariser au mieux le pourquoi. Donc, aujourd'hui, on travaille, bien sûr, on travaille sur une version full carbone, mais on va la sortir seulement quand on sera content du résultat. Donc, on a lancé un triangle avant en carbone, un triangle arrière en aluminium, pour nous donner le temps à bien apprendre et faire quelque chose de très bien en carbone. L'avantage du carbone, c'est le poids, c'est la rigidité, mais nous, ça nous oblige à enlever des roulements qu'aujourd'hui on a, par exemple, de liaison au niveau de la roue, des choses comme ça. Donc, c'est le carbone, il va commencer à travailler en flexion, en torsion. On a un peu de temps pour savoir le maîtriser. En fait, ça fait que 5 ans, 6 ans qu'on fait de cadre carbone. On est loin de le maîtriser comme on maîtrise aujourd'hui l'aluminium. Donc oui, on y travaille et il sortira quand nous, on sera content. Et quand Joseph l'aura bien testé comme il faut. Donc suivez bien Joseph, vous serez peut-être, vous le verrez plus tôt. Et j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de séries limitées, Pierre. C'est Alors, les séries limitées, c'est une belle histoire. Hein. C'est mon collègue Rosset, donc mon prédécesseur, qui avait lancé la première série avec Zigor, le 920 LTD. Donc, c'était un vélo à tout juste moins de 2000 €. L'année dernière, on a fait un 940 LTD avec des roues carbone qui a cartonné. On a fait un peu plus de quantité. Et cette année, il y aura encore une belle surprise à vous présenter. On sait que ce sont des séries qui plaisent beaucoup, qui sont attendues. On essaye de toujours vous surprendre. Donc, chaque année, ça va devenir de plus en plus compliqué. Mais là, on a 2-3 trucs sympas dans les pipes, au moins pour les 2 années à venir. Eric qui nous demande si on peut monter des roues 27,5 sur le XC 900S. Oui, on peut. Sans problème, ouais. Problème. On peut le faire sur toute la gamme, ça? Alterner Alors, on peut le faire sur tout le tout suspendu de la gamme. Sur les hardtails, c'est moins facile sur le XC900, même si c'est possible. Mais bon, il va rester, ça c'est un compromis un peu bizarre, mais techniquement, c'est possible. Encore cette année. Les années prochaines, on ne sait pas, mais cette année, c'est encore possible. Ok. Alors, j'ai aussi Xavier qui nous demande si on va faire un fat bike, mais moi j'ai la réponse. Mais au cas où, Pierre, tu as peut-être des secrets. Alors, je ne veux pas vexer Zigor, je vais le laisser répondre. Non, on fait des vélos pour un usage. Un fat bike, c'est un super vélo pour la neige, pour du sable. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. Donc, si on fait, la priorité, ça sera aux pays qui rencontrent souvent du sable, souvent de la neige. Donc, si un jour on fait nous en propre, ça sera pour des pays comme le Canada ou des pays où le dessert il est plus pressant qu'en France. Bon, pour l'instant, on n'en a pas et je n'ai rien de tout ça dans les plannings. Même si on suit de près ce type de vélo. La question d'Eric sur le 27,5, c'était 27,5 plus. Donc, est-ce que, Aussi, en fait, on relie la question, est-ce qu'on peut monter des routes 27,5 plus sur un XC 900S? On peut, et là c'est encore plus simple, c'est tous nos vélos sauf le XC900. Les hardtails, les semi-rigides carbone, on ne peut pas parce que lui il est fait pour la compétition. Aujourd'hui encore sur le tout suspendu, on peut le faire. Alors, pour les débutants comme moi, hein, c'est quoi plus? C'est la taille de pneu, c'est le ballon. Donc on a un bassin normal ou un 29, ils vont aller jusqu'à 2,4 pouces de largeur.
Les 27,5 plus ou la dénomination plus, ça commence à 2,6. Donc, c'est entre 2,6 et 3,0. Donc, c'est des pneus beaucoup plus larges qui permettent de rouler à des pressions encore plus basses. Là, je sais pas, je sais qu'il utilise des pneus très peu gonflés, mais là, on va être au moins d'1 kilo sans problème. Donc, ça donne un plus de traction quand on pédale, mais aussi quand on freine. Ça donne énormément de sécurité que pour quelqu'un qui peut-être il n'est pas très à l'aise ou qui va aller faire des parcours trop techniques pour lui, ce sont ces petits plus de sécurité qu'on a besoin parfois. Après, c'est sûr qu'on ne va pas faire une marathon de 120 km avec si on va aller très vite. Parce que le poids aussi, c'est la contrepartie. Très bien. Ok. Et alors après, on a deux questions qu'on peut regrouper de deux personnes différentes. C'est est-ce qu'on a prévu du XC pour des modèles XC pour les enfants et des VTT tout suspendus pour les plus de 6 ans. Donc, je sais pas qui peut. Pierre, tu peux peut-être une réponse. Alors, donc, actuellement, sur la gamme Alu, on a des vélos en taille S, pas sur le XC 900. Par contre, on a la volonté à terme d'avoir tous nos vélos dupliqués en 4 tailles, donc S, M, L et XL. Par contre, ça dépend ce qu'on entend par enfant. Donc, pour moi, les vélos XC, ils vont correspondre à des adolescents ou des grands enfants. Par contre, un enfant de 8 ou 10 ans, il sera trop petit. Mais mes collègues qui gèrent les vélos enfants travaillent sur des projets spécifiques VTT destinés aux enfants, avec des développements spécifiques pour les enfants, des fourches qui sont adaptées évidemment à des poids très légers, des designs de pneus aussi nouveaux qui correspondent à la découverte de la pratique du VTT, etc. Et également sur des vélos un peu plus légers que ceux qu'on a dans l'offre actuellement. Ok. Et un tout suspendu pour un enfant, voilà, 6-8 ans, le poids, ce serait pas un ennemi rédhibitoire, le surpoids? Alors, ça dépendra du prix du vélo. Moi, j'ai fait pas mal de magasins avant de travailler en marque passion, enfin avant de travailler chez Rockrider. Donc, je sais que les enfants aiment bien d'avoir tout suspendu parce que on peut être un champion du monde comme Joseph. Mais il y a pas mal, allez, je vais pas dire pas mal de désavantages, mais le poids va être plus important sur un tout suspendu pour les enfants. Donc voilà, ça c'est à bien déterminer ce que le petit va chercher. Je peux pas vous donner l'offre complète des VTT enfants parce que je la connais pas. Par contre, mes collègues ils feront aussi une présentation de leur nouvelle gamme. L'année dernière, on l'avait fait ensemble au Rock d'Azur. Malheureusement, cette année, il n'a pas eu lieu, mais je sais qu'ils travaillent aussi sur une présentation plus large par rapport à ça. Donc là, on peut peut-être reprendre, Pierre-Yves, les coordonnées de monsieur ou madame, je ne sais pas, qui a posé la question et on peut se renseigner auprès de nos collègues, voir aussi ce qui est possible de vous dévoiler. Peut-être qu'ils vont être plus bavards que moi, je ne sais pas. Alors, à mon tour, on a encore une question de monsieur B qui demande s'il y a une raison particulière pour le blocage synchro entre amortisseur et fourche sur le XC 100 ou 900S. Il y a la volonté d'avoir une certaine simplicité. Donc en XC, avec Zigor, on parle souvent de rapidité d'action. C'est-à-dire qu'en un mouvement, je vais pouvoir bloquer partiellement ou bloquer complètement ma manette. On a envie aussi d'épurer le cintre et le poste de pilotage, donc pas avoir des manettes dans tous les sens. Ce qu'on veut, c'est pratiquement qu'on oublie, que l'action de bloquer, débloquer se fasse oublier. Donc c'est pour ça qu'on a développé une poignée qu'on a appelée Combo Lock, qui porte bien son nom, puisque en un seul mouvement, on peut actionner à la fois la fourche et la morteau. Donc ça, c'est une volonté, et on peut retrouver ça également dans d'autres marques ou d'autres systèmes. En tout cas, pour la compétition ou pour la performance, c'est la meilleure solution qu'on a actuellement à proposer. Très bien. Ok, Nico, il reste une dizaine de minutes pour essayer de finir le timing. Il y a énormément de questions. Moi, j'aimerais bien lancer un petit sondage à 10 minutes de la fin pour dire aujourd'hui, avec ce qu'on vous a dit, si vous deviez n'en choisir qu'un entre le semi-rigide et le tout suspendu, laquelle version vous choisiriez? Pierre-Yves, tu peux nous lancer ça, voir un petit peu ce que ça donne. Si on a plus d'adeptes du tout suspendu ou du semi-rigide, ça peut être intéressant de regarder ça. Très bonne idée. Super. On peut continuer, j'en ai encore deux, moi, de questions FX. Là, je vois Frédéric qui demande si, par rapport à la déception, il y a beaucoup de déceptions sur la qualité du freinage, que ce soit Tektro ou SRAM. Qu'en pensez-vous?
Pierre, tu peux peut-être ou Igor parler des statistiques et puis des points qu'on fait tous les jours sur la qualité. On valide tous nos freins, quelle que soit la marque, de la même façon. Tektro, SRAM, Shimano, il n'y a pas de souci. Bien sûr, on ne les teste pas à Lille, parce qu'à Lille, comme vous savez, il n'y a pas trop de montagnes. Donc, on évite de valider nos freins ici. Donc, on teste le sud, là où il y a les fortes pentes pour aller descendre. Donc, comme je disais tout à l'heure, nous, on valide bien que tout ce qu'on met sur le vélo, il passe nos standards de qualité, nos minimum qualité. Après, on ne parle pas de l'image. Donc, c'est aujourd'hui qu'en frein Shimano, il y a une image beaucoup plus forte qu'en frein Tektro. Mais ce n'est pas pour autant que nous, on va les valider d'une manière différente. On travaille pour les freins, on va dire, que nous, on se sent capable de rouler avec. On a nos testeurs à nous, on a nous-mêmes qu'on a testé. Sur les freins pour le haut de gamme, on a des partenaires techniques comme Joseph, comme Hilton. C'est eux qui vont nous faire les feedbacks s'ils considèrent que les freins, il est adapté à la compétition ou pas. Sur les haut de gamme, c'est la compétition qui dicte. Après, Tektro, SRAM, Shimano, comme tout marque, comme tout produit, il y a ses avantages, ses inconvénients. C'est la facilité pour nous de travailler avec ou pas. Donc, nous, par contre, on va bien valider tout ce qu'on met en gamme. Et on vous écoute. Donc, si jamais on voit que ça ne fait pas unanimité, bah, on change, pas de problème. On vous écoute aussi. Puis il y a surtout aussi les statistiques et les remontées liées aux ateliers et magasins. Quand il y a des réparations, etc., vous faites aussi des analyses sur les réparations. Oui, on fait les analyses. Par rapport à votre marque, nous, on a la chance de, dès qu'un client il y a un problème qui va dans un de nos ateliers, le lendemain, j'ai l'information. Dès qu'un client il poste un avis sur la fiche produit du Decathlon.fr, directement, pof, il arrive chez nous. Donc, on n'a pas à aller les chercher, il arrive chez nous. Donc, on est toujours à l'écoute. On fait un point régulier tous les 2 semaines avec les chefs de produits, les gars de la qualité, pour être sûr qu'il y a pas, que tout va bien comme il faut, comme nous on veut, comme vous voulez. Et si jamais ça ne va pas, on n'hésite pas à prendre les plans d'action qui sont nécessaires. Sur les freins Tektro, on avait décidé au plein milieu de l'année de changer les plaquettes parce que ça ne faisait pas unanimité. Une nouvelle plaquette, ça va beaucoup mieux. Ça peut être ça comme petit exemple, mais d'autres aussi, on peut en avoir. Par exemple, on va mettre plus de disques en 180 mm devant aussi sur les futures gammes. Donc voilà, moi, mon travail, c'est de bien lire aussi tous vos retours, d'échanger avec vous. J'appelle régulièrement des acheteurs déçus ou super enchantés des vélos et c'est toujours très riche. Donc moi, je suis preneur évidemment de tous les feedbacks, mais dites-vous bien en tout cas que tous les retours qu'on reçoit via les fiches produits, donc les avis clients, ils sont lus et pris en compte. Super. FX. Oui, bah donc là, la question juste la dernière, la question de Xavier sur faire un sondage sur la qualité des freins. En fait, ce que Pierre et Igor expliquent, c'est encore mieux que ça. C'est puisque à chaque fois qu'on a une remarque sur une remontée d'un produit par un acheteur de nos vélos, on y répond. En tout cas, Pierre y répond directement, et ça nous permet de modifier nos produits, comme disait Igor, pour le faire en direct et répondre à vos demandes et à vos besoins. Donc, le sondage, chez nous, il est permanent et c'est une attention de tous les jours et je pense que c'est une de nos singularités. Dans tous les cas, merci Xavier, merci Olive, parce que vous avez été vraiment contributeur de beaucoup de questions aujourd'hui. On va faire un sondage ensuite et on va voir que vous avez posé beaucoup de questions et ça, c'est génial. Ça nous étoffe et ça nous fait grandir. Moi, j'ai fait le tour. François, tu as peut-être envie de conclure, mais moi, en tout cas, je trouve ça génial. Pour une première, je suis surpris. Je m'attendais à ce que ça dure 15-20 minutes et finalement, on pourrait encore rester une bonne heure. Merci en tout cas. Merci Pierre, Igor, Joseph, François. Merci en coulisses à Pierre-Yves, Manon, Amandine. Et je te laisse pour le mot de la fin, FX. Bah, oui, puisque la question c'était tout suspendu ou semi-rigide. Je sais pas trouver l'arme absolue. Par contre, si on regarde le résultat du sondage, c'est plutôt tout suspendu qui l'emporte avec 63% de conquis, 64% maintenant, versus le semi-rigide 35% qui prend un peu de retard. Donc voilà, moi je suis aussi
c'était voilà, un moyen de conclure et de se dire qu'est-ce qui a pris le dessus de l'autre. Et puis moi personnellement, je suis aussi hyper content d'avoir pu échanger avec vous. On a eu un petit peu de tension au début, je pense, et ensuite la parole s'est libérée. Donc c'était vraiment un agréable moment. J'espère que vous l'avez apprécié également. Voilà, est-ce que les autres voulaient passer un petit mot aussi pour saluer tout le monde? Bah, moi, juste un petit merci pour ces échanges assez riches. Donc, c'est vraiment bien de voir qu'il y a autant d'engouement par rapport à ce premier webinaire. Donc, ça nous motive en tout cas à déjà en réorganiser un par la suite. Je ne sais pas à quel sujet. Si vous avez des idées, nous, on est preneurs également. Ou si vous souhaitez voir des thèmes abordés, vous pouvez nous contacter par exemple sur la page Facebook. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment et merci encore à vous. Prenez soin de vous également. Joseph, prochaine compétition. Et la prochaine compétition, ça sera a priori l'année prochaine, parce que là, pour moi, les compétitions VTT, c'est terminé a priori pour cette année. Et voilà, donc là, c'est le moment où on regarde le calendrier et puis on essaye de savoir, de réfléchir à quelle compétition on va participer. Mais en tout cas, merci pour ce webinaire, merci pour l'invitation. N'hésitez pas, en fait, même à venir à ma rencontre si certains d'entre vous vont sur les événements, sur les compétitions. Je serais ravi d'échanger avec vous, de parler matériel, de parler, de connaître vos attentes. Et puis moi aussi, je peux faire remonter à l'équipe Rockrider derrière. Donc voilà, merci à tous. Merci beaucoup. Zigor, tu me prêtes un vélo pour le week-end que je puisse tester le tout suspendu? Pour toi, tu sais que toujours. À bientôt, merci beaucoup. Bye bye. À bientôt, salut.